Monseigneur les évêques, chers frères et sœurs, il m'a été demandé de parler de la vie communautaire et socio-politique des Rwandais, mais en mettant l'accent sur l'apport de l'Église. C'est le Rwanda ancien dont on m'a demandé de parler. Je vais peut-être la tâche facile parce que je suis ancien. Pas comme eux, mais quand même. Eh bien, depuis le 10 février de cette année, nous sommes en train de célébrer la mémoire de l'évangélisation du Rwanda. La relecture de cette page d'histoire est une démarche importante à plusieurs titres. D'abord, c'est l'occasion de savoir d'où nous venons, afin de ne pas croire que nous sommes les premiers à porter la flamme de l'évangile au Rwanda. Eh bien, ce synode, plutôt ce concile, est important à ce titre. En nous situant dans une histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire du Rwanda, et tout compte fait, l'histoire du monde entier, parce que en nous situant dans une histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire du Rwanda, et tout compte fait, en nous situant dans l'histoire du monde, nous comprenons que nous sommes enchaînés dans une lignée qui continuera après nous, nous l'espérons. De plus, le Rwanda, notre culture et nos valeurs, nous avons à les transmettre aux générations à venir. Cette responsabilité est une occasion de repenser dans la gratitude envers les pionniers qui ont façonné le Rwanda et qui ont lutté pour son existence. Dans le même ordre d'idées, nous avons un devoir de gratitude envers les personnes qui ont contribué au bien-être dont nous jouissons, et surtout envers les missionnaires qui nous ont apporté l'Évangile. Enfin, le jubilé est une occasion d'incliner notre mémoire pour considérer les malheurs qui ont émaillé l'histoire de notre pays et qui ont failli mettre en péril son existence même et que nous devons assumer pour notre guérison. C'est dans ce contexte du jubilé et de cette histoire, de cette gratitude, c'est dans ce contexte qui m'a été demandé de donner un bref exposé sur la vie communautaire et sociopolitique des Rwandais en privilégiant l'apport de l'Église. Cela revient à dire les moments clés de la cohésion sociale, les déchirures et les piliers de la vie sociale dans le Rwanda ancien que nous voulons rendre parlant pour aujourd'hui. Nous vivons cette histoire dans nos cœurs et dans nos têtes. Le sujet, vous comprenez, est très vaste et complexe. Et je n'avais pas la compétence pour ce genre d'analyse compréhensive de réalité de l'histoire passée. Je me limiterai seulement à quelques points susceptibles de stimuler la continuité de la mémoire. En parlant de continuité de la mémoire, je voudrais signaler que nous ne situons pas une mémoire en souvenir des choses passées et nous regardons vers l'avenir. Parce que nous vivons souvent dans une mémoire fractionnée. On accumule des choses aujourd'hui, on passe dessus, on voit autre chose. Mais une mémoire continue, c'est une exigence. Et le passé peut être malveillant, je dirais même mauvais, mais c'est notre passé. C'est notre passé.
l'avenir ne le possédons pas, mais nous le créons à partir de ce que nous connaissons. Donc, essayez de chercher les points susceptibles de stimuler la continuité de la mémoire et de reconnaître les erreurs du passé qui pèsent encore sur nous aujourd'hui. Et je voudrais commencer par un premier point, la cohésion sociale et les déchirures. La cohésion sociale. Permettez-moi de commencer par une parabole. En 1997, le professeur Eskias Asefa, originaire d'Éthiopie, a animé une session pour des prêtres au centre spirituel de Saint-Paul sur le thème de la réconciliation et la paix, pour rappeler les exigences de la tolérance et mettre l'accent sur l'effort nécessaire à accepter des différences de point de vue. Ce professeur, Asefa, a eu recours à une parabole mettant en scène des aveugles qui désiraient ardemment connaître un éléphant. Les aveugles. Vous entendez parler d'un éléphant, il faut quand même le connaître. Mais comment faire? Alors, quelqu'un les a emmenés dans un jardin zoologique et chacun s'ingéniait à en savoir un peu plus. Le premier aveugle s'approcha et toucha la trompe de l'éléphant. Puis il partit en disant, « Ah, finalement, l'éléphant est comme un serpent. » Le second, ayant caressé les pattes, s'en est allé en disant, « Oh, l'éléphant, c'est comme un arbre. » Et le troisième, ayant seulement touché la queue, est retourné chez lui avec un grand regret, parce que, disait-il, l'éléphant est comme une corde. Quant au dernier, il a touché les oreilles, ce qui a donné l'impression d'être en présence d'une grande feuille de bananier. Et le professeur de conclure, ils avaient raison, mais en même temps, ils avaient tort. Ils ont mis une partie de l'éléphant, ils n'ont pas vu tout l'éléphant. Eh bien, nous pourrions appliquer cette parabole au traitement infligé à la société rwandaise à partir du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Les Rwandais vivaient dans une société caractérisée par l'unité culturelle, une même langue, des traditions familiales, des organisations sociales et une autorité politique décentralisée. D'autre part, cette société rwandaise était subdivisée en trois groupes sociaux, Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Ces groupes ont vécu en harmonie pendant des siècles. La diversité, jointe à l'homogénéité culturelle et linguistique, était un atout enviable dans l'Afrique du début du XXe siècle, peut-être même de l'Afrique d'aujourd'hui. Eh bien, nous savons que il ne faut pas idéaliser cette société ancienne, mais l'idée c'est l'unité culturelle qui est à la base. C'est le point le plus important. Le Rwanda ancien n'ignorait pas des inégalités sociales et des luttes pour le pouvoir au sein des grandes familles dirigeantes. Nous connaissons le conflit dramatique que les historiens ont qualifié à juste titre de coup d'État de Rutshushu. Ce coup d'État de Rutshushu fut un malheur qui a commencé déjà à amorcer le déclin de la monarchie. Il y avait donc des distorsions et des injustices sociales dans la société rwandaise. Toutefois, les Rwandais se reconnaissaient
non pas comme une association d'ethnies, encore moins comme un agrégat de tribus. Et ça, je crois que c'est fondamental. Mais comme le peuple d'une nation politiquement organisée. Tout homme adulte, et même quelquefois la femme, était prêt à défendre le pays en cas de danger. On se connaissait comme Rwandais et non pas comme membre d'une ethnie. À ce point de vue, en créant le mythe de Gihanga et ses enfants, Hutu, Gatutsi et Gatwa, les anciens voulaient fonder leur communauté sur la fraternité et assurer ainsi la coexistence entre les enfants d'un même père. Oui, le mythe du Gihanga, comprenez le mythe, il ne faut pas chercher des réalités historiques, mais c'est un langage assez ancien pour dire ce qu'était et quel était le désir de ces fondateurs comme nous connaissons. Voilà un peu ce que je pourrais appeler l'unité, la communion. Allons plus loin. La déchirure de l'unité. Les explorateurs et les ethnologues coloniaux furent intrigués par l'organisation politique du Rwanda et par la vie sociale des habitants. Aussi ont-ils voulu connaître le pays et la vie de ses habitants. Ici, pensons à nos aveugles, à la différence des aveugles qui désiraient connaître l'éléphant. Les Européens, eux, arrivaient équipés des outils intellectuels fournis par l'anthropologie, les études comparées, l'historiographie et l'idéologie de la théorie raciste. On connaît les signes de l'inégalité des races humaines par le célèbre Robineau et d'autres encore. Eh bien, au lieu de donner la parole aux Rwandais, ces premiers Européens ont appliqué les théories scientifiques en vogue et les analyses de l'époque sans référence à la culture séculaire du pays. Dès lors, vous comprenez, décrire la société rwandaise, c'était chercher, et pour ces chercheurs, des concepts de tribu, concepts de race, d'autres encore de caste, et enfin d'ethnie. Ce sont des concepts pour décrire la société. Et ça, c'est arrivé comme ça. Il fallait cette société, comment est-ce qu'on va la nommer? Il est vrai que ce n'est pas seulement le Rwanda, mais c'est aussi d'autres pays d'Afrique. Et ce fut un dommage considérable. Dans ce contexte, il est clair que l'histoire du Rwanda allait être écrite par les nouveaux arrivés et à partir de leur point de vue, le point de vue des Européens. Cela constituait un tournant décisif aux conséquences néfastes. D'abord, une société qui avait une riche culture va être simplifiée et durcie afin de mieux loger les idées nouvelles. Pour que cette société rwandaise puisse accepter ces idées de tribu, de race, de caste, il fallait forcer à entrer dans la culture rwandaise. Il faut après forcer à entrer dedans. Ça, c'est un premier dégât et un premier malheur. En outre, et ça c'est plus grave, l'unité des Rwandais, qui était un atout précieux, va être malmenée au profit des clivages des différentes composantes de la société. Le chemin est alors tracé qui mène à la dévaluation de l'identité rwandaise et à la survalorisation d'ethnies Hutu
Tutsi et toi. Notez qu'avec le temps, les élites rwandaises, Hutu et Tutsi, contribueront à radicaliser cette situation. Je dis ceci pour éviter qu'on mette tout le tort aux explorateurs étrangers, parce que nous avons tendance à ça. Mais c'est eux, nous voyons la bayazana. Nta munyarwanda wari uzi itribu icyo ari cyo, rasi icyo ari cyo, etini, nta munyarwanda wari ubizi. Twarabyize, tubyigishwa n'abantu, ariko tumaze kubimenya, tubifata neza, tubishyiramo, tubyigisha abandi, et nous sommes, nous aussi, un peu partie prenante de cette histoire qui a déstructuré l'histoire et qui a donné une orientation malheureuse à notre pays. Le mouvement de bascule de la société traditionnelle vers l'emprise coloniale s'est amplifié par 3 facteurs convergents. Le premier facteur, c'est les stéréotypes hamites et bantous. Ce sont des stéréotypes. Les stéréotypes qu'on a qualifiés de hamites et bantous. Les Rwandais ne connaissaient pas ça. Imaginez un Rwandais qui était autant de Bagaou Babagiri. Un hamite, c'était pas ça. Un bantou, c'était pas ça. Mais, progressivement, on nous l'a enseigné et nous l'avons appris et nous l'avons appliqué. Et sans aucun sens critique. La théorie du hamite est un mythe vraiment complexe. Les hamites, vous savez, ce sont les descendants d'Okam. Okam, celui qui a fait la nudité de son père, vous voyez, il avait bu un peu de vin et puis il a été maudit. Ça, c'est les hamites. Et ces hamites, à un moment donné, ils ont été exaltés, ils sont devenus des grands civilisateurs. C'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est un mythe, mais les mythes ont toujours une base dans la réalité. C'est un langage, c'est une histoire. Et alors, c'est un facteur des stéréotypes de hamite et de bantou. La théorie du hamite, comme je viens de le dire, est un mythe complexe qui, comme le bantou, était au départ un concept linguistique. Parce qu'on parlait souvent de hamite à sémite et des langues sémitiques. Et c'était essentiellement des concepts linguistiques. Des bantous aussi. C'est un concept linguistique, mais aller chercher la première population qui dit nous parlons bantou, vous ne trouvez pas. C'est ça, ça se met dans l'histoire. Mais ce n'est pas inventé de rien, mais c'est surtout linguistique, la langue. Bon, mais ça, il y a une démarche compliquée et que nos linguistes et historiographes devront le constituer. Les explorateurs donc et les ethnologues, ainsi que les missionnaires, ont fait de ces concepts des concepts raciaux. Les Tutsis étaient classés comme les Hamites, mais nul n'a vu le foyer de rayonnement de ce groupe. Quel est le foyer de rayonnement? Très complexe. Le foyer de rayonnement de ces Hamites. Leur langue, quelle était leur langue? Quel est l'ordre de migration? Comment sont-ils arrivés au Rwanda? Allez-y voir. Les Hutus, pour leur part, ont été identifiés comme Bantous, sans déterminer la route exacte de leur migration, ni préciser la période de leur arrivée au Rwanda. C'est pour ça que je parle de stéréotypes. Et alors, les deux groupes, c'est encore plus compliqué, les deux groupes prétendus, Hamite et Bantou, donc Tutsi et Hutu, paradoxalement, ils parlent bien langue. Quelle langue? La langue Bantou. Allez-y voir. Pas la langue Bantou, le Kinyarwanda. Tout cela donne à penser qu'il y a eu une sorte de mystification pour trouver
donner accès à des idées nouvelles dans la culture rwandaise. Il faut que ça passe. Et c'est passé, effectivement. Les théories de Hamid et de Bantou sont passées dans l'héritage et ils furent enseignés aux Rwandais sans jamais les mettre en question. Ça, c'est le premier facteur qui a amplifié cette sorte de cassure de l'histoire et de la communion entre les Rwandais. Le deuxième facteur, c'est la thèse du peuplement du Rwanda par des migrations successives. Les trois sont considérés comme les premiers occupants, puis les Hutus et les Tutsis deviennent déliés. Mais là encore, on rencontre une grande divergence de vues. Or, ce sujet sera dans la suite un enjeu politique majeur. Les Tutsis sont venus de l'extérieur, ils doivent retourner à l'extérieur. Vous voyez ça? Donc ça c'est, vous voyez, parce que ce sont des vrais déniés. Ce sont des vrais déniés, donc il faut qu'ils retournent là d'où ils viennent. Mais et les trois d'où viennent-ils? On ne dit pas d'où ils viennent. Nous on n'a pas de mémoire. Et on dit que c'est les premiers occupants. Ils ne donne pas leur avis à l'autre. Et ici, ça dit une parenthèse, c'est que les ethnologues et les préhistoriens, ils ont fait des fouilles en 1994. C'est vraiment nos contemporains. Ils ont fait des fouilles dans la région de Gisagara, Tiamokuza, Kabuye, Ndora. Ces fouilles montrent qu'en 700 avant Jésus-Christ, on pratiquait l'élevage de vaches. Les vaches, à Tiamokuza, vous voyez ça? 700 avant Jésus-Christ. Et ce sont les fouilles, ce n'est pas l'idéologie, c'est les fouilles. Et Kanimba, le ministre Kanimba qui fut directeur de musée, qui était paléontologue, il a beaucoup écrit sur ce genre de questions. Le peuplement. Donc vous voyez que le peuplement du Rwanda, ça a été bricolé. C'est vrai qu'il y a eu un peuplement, mais on vient tous de quelque part. On vient tous de quelque part. Voilà donc. Ça c'est le deuxième point de bouleversement, le peuplement progressif. Ça a eu un impact très sévère dans le Rwanda postérieur. Le troisième facteur mérite une attention spéciale. C'est le concept d'ethnie. Il s'agit d'un terme, une sorte de mot, un mot atténué qui devait dire race. Race et caste. Et les théoriciens des races auraient préféré vraiment qu'on utilise race et ethnie. Mais on trouvait que c'était très fort parce que ces deux concepts de race et de caste n'entraient pas dans. Ils étaient inadéquats dans la situation, dans la culture rwandaise. Ils ont compris. Mais l'ethnie non plus n'est pas adaptée parce que essayez de traduire à Kinyarwanda, vous verrez. Vous trouverez au Goko. Et au Goko c'est ambigu. Et c'est des Goko, c'est clair. Donc même l'ethnie ne passe pas. Mais quand même, il a gagné de la publicité, il est tenté. Donc dans tous les cas, l'ethnie a été imposée jusqu'à figurer sur la carte d'identité des Rwandais. Et c'était une décision d'autorité pour que les Rwandais soient classifiés. Cette classification n'a pas été faite par les Rwandais, pas du tout. Et ce n'est pas une idée qui vient des Rwandais, pas du tout. C'était une idée qui vient des Européens pour pouvoir gouverner le Rwanda. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais pour nous, ils ont eu tort. C'est comme les aveugles là-bas. Les aveugles, ils ont touché les oreilles. Ils ont écouté une fête de bananier. Il y a peut-être un doublé. Donc, vous voyez ça. Donc, véhiculé par des auteurs étrangers et indigènes, ces trois facteurs, comme je viens de mentionner, ces trois facteurs deviendront comme des clichés dans le folklore rwandais. Et le moment venu,
des problèmes d'ordre socio-politique seront abordés sous l'angle racial et ethnique au lieu d'être abordés sous l'angle de la justice pour toutes et l'équité. Donc, il y a vraiment un détournement, même au dessin de la justice. Parler de la justice, même aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce qu'on a eu une définition. Voilà un peu et comment ce qu'on appelle ici la cassure de l'unité et se situe là-bas. Encore une fois, ils n'ont pas pu attribuer l'auteur aux étrangers seuls. Les Rwandais aussi ont eu un rôle. Beaucoup de détectives rwandais ont publié des textes sur ces questions de race, ces questions de tous. Mais il y a quand même les protagonistes et les moteurs de ces idées. Pour un autre point, il faut de mieux de l'entité diviser pour régner. C'est un peu concrétiser ces trois facteurs que je viens de mentionner. Ces facteurs, le stéréotype hamide partout, le doublement progressif et l'ethnie. Pour concrétiser ça, il fallait mettre dans l'administration, il fallait qu'au centre dans les mentalités. Eh bien, rappelons-nous d'abord le mythe de Bihanga, qui, dès le temps immémorial, voulait fonder la communion sur la fraternité entre les frères Hutu, Tutsi et toi. Mais ce que ce mythe ne dit pas, c'est que la pérennité, la durée de cette communion dépendait de la capacité à marcher ensemble en dépit des différences. Ça, le mythe ne le dit pas. Le mythe ne sait pas où ça viendrait. Or, ce contrat, cette capacité de marcher ensemble n'intéressait pas l'acteur étranger, le colonisateur, qui, de façon subtile et intéressée, se mit à exalter les Tutsis sans faire attention aux autres groupes qui composent la société. Parce que c'était, il disait, les Tutsis sont faits pour gouverner et on a besoin d'eux pour que la société fonctionne bien. Et ils ont fait ce choix. Et cela a eu pour conséquence de créer chez les Tutsis un complexe de supériorité et chez les Hutus un complexe d'infériorité. Cette manœuvre, sans doute opportune pour le gouvernement colonial, était une bombe à retardement dont le Rwanda allait faire les frais. Et le génocide se profile là aussi. Ce pays qui a battu le génocide, il n'y a même pas pensé. Il ne prenait même pas le génocide. Mais tout ce mécanisme conduit à des attitudes qui vont nous conduire au génocide. La catégorisation fort schématique, par ailleurs, qui opposa les Hamites identifiés avec les Tutsis et les Bantous identifiés avec les Hutus n'a pas tenu compte d'une autre réalité, celle des Tutsis pauvres et des Hutus de rang social élevé. Ça aussi témoigne de la société. Tout ça, on a amalgamé. Il y a Tutsis, Hutus, point, c'est tout. Ce qui n'est pas le centre de la justice. Mais pour les nouveaux maîtres, cela n'avait pas d'importance. À la faveur de la monarchie, essoufflée la monarchie, et probablement au coup d'état de Chonchou, la monarchie était affaiblie, mais surtout, les Belges ont voulu affaiblir la monarchie, et pour qu'il n'y ait pas de pouvoir, D'ailleurs, ça va dire, on parle de commencer quand même après ça, le roi de Rwanda, ntabwo ujya mwita uruwa bamwitaga mwami kugira ngo tumureshyeshya n'umwami w'Ababiligi. Umwami w'Ababiligi c'était le roi, umwami w'Abanyarwanda yari umwami point. Oui, c'est ça. C'était un subalterne. Et on voulait l'écarter, de fait on l'a écarté assez vite. Voilà un peu.
La monarchie donc était affaiblie et par cette attendue et troublante des Européens. Ça, vraiment, ça a été troublant pour moi. Et alors, la cour royale cherchait aussi à trouver son chemin pour vivre avec ces étrangers. Et ces étrangers, surtout les Allemands, qui n'étaient pas nombreux. Au début, les Allemands étaient plutôt 90. Moins de 100. Ils ne pouvaient pas diriger tout ce pays. Ils se sont appuyés sur la monarchie pour pouvoir le gouverner. Ils ont vu que ça fonctionnait bien. Ils leur ont donné tout surtout. Et c'est dans ce moment que ça commence, c'est une histoire tragique. Vous savez, au Rwanda, il y avait la division du pouvoir. Il y avait les chefs de terre, les chefs de vache et les chefs d'armée. 3 chefs. Et la plupart de ces chefs, il y avait par exemple la terre, c'était le Hutu et des Tutsis. Donc quand il y avait un problème, il fallait toujours les résoudre ensemble. Donc il y avait un certain équilibre. Le roi pouvait manipuler ces instances, mais ils étaient là. Ce que les Belges ont fait, c'est d'abord supprimer tout ça et les réduire en chef et qui étaient seulement Tutsis. Ça, ce n'est pas les Mali qui l'ont fait. Et ce n'est pas le roi aussi qui l'a fait. C'est l'administration qui l'a fait. Du coup, le pouvoir était centralisé entre les mains de quelques individus. Ça, c'est pour eux, c'était un succès, mais pour eux, c'était une erreur monumentale. Une grosse erreur. Ouais, donc, il faut dire que la classe dirigeante de l'époque et les Tutsis de grand lignage ont manqué de vigilance et de lucidité. Ce que les Européens leur donnaient, c'était vraiment un cadeau empoisonné. C'était un cadeau empoisonné, et parce que c'était grand, c'était important, c'était grand, au fantastique, au sort, et très dangereux. C'était un cadeau empoisonné. Bon, et c'était lorsque le roi Musinga fut destitué et envoyé en exil. Le Rwanda avait déjà perdu sa souveraineté et les nouveaux maîtres, les Belges, remodelaient la société rwandaise jour après jour pour la transformer selon leurs idées. Donc, après 1931, le Rwanda avait perdu sa souveraineté. Et d'ailleurs, le roi d'Aïwa, c'était vraiment le roi des Blancs, et le roi de l'Église. Oui, ce n'était pas le roi des Abiru. Et donc, tout ça. Maintenant, je voudrais dire, de l'apport de l'Église, je ne sais pas, c'est peut-être pas vous mais je veux dire l'apport de l'Église. L'apport de l'Église, dans son contexte, surtout dans son démarrage. L'arrivée des missionnaires constitue, avec la colonisation, des moments clés de l'histoire du Rwanda. Ce sont des moments clés. Quand on dit, si on veut dire quels sont les moments forts de l'histoire du Rwanda, il faut dire missionnaires, colonisation. Pas les missionnaires étaient des colonisateurs, mais ils sont arrivés en même temps. Et d'ailleurs, Monseigneur Hirt, et avec l'équipe qui l'accompagnait, ont pris soin de contacter d'abord le représentant impérial à Bujumbura, puis le chef de la station à Shangi, dans l'actuel district de Rusizi. C'est à Shangi que la messe fut célébrée pour la première fois sur le sol rwandais. Vous voyez, le Monseigneur Hirt a dû faire le détour par Bujumbura, c'est là qu'on se trouvait les autorités. Il a eu la bénédiction, ce n'est pas qu'il le bénisse, mais la cour en tout cas, il est allé voir le chef de station à Shangi et ils entraient ainsi dans le pays. C'est à Shangi que la messe fut célébrée pour la première fois sur le sol rwandais. De Shangi, les missionnaires prirent le chemin des 1000 collines en direction de Nyanza pour rencontrer le roi Musinga. Avec l'appui des autorités allemandes et l'accord plutôt formel du roi, les missionnaires étaient libres de prospecter les lieux et de décider où s'établir. Ils choisirent finalement le plateau d'Ossavé comme siège de la première mission au Rwanda. Ils ont cherché Mara, c'était côté de Kirugura, mais c'était un peu enclavé.
alors ils sont allés en Savaie, les missionnaires disposaient de moyens matériels et logistiques essentiels. De plus, le plan séculier appuyait leurs actions. Disons aussi que le message que le missionnaire allait prêcher présentait un certain nombre de ressemblances avec la religion du Rwanda, notamment l'idée de Dieu, la vie d'après l'au-delà, la communion avec les ancêtres, la symbolique du cœur et certaines valeurs morales. Il y avait quelques ressemblances. Ça pouvait être un point de départ et qui rendait aisée la catéchèse des missionnaires. Par ailleurs, il n'y a pas de système philosophique élaboré. Le Rwanda était réceptif à une culture spirituelle venue de l'étranger. La religion elle-même était perméable à une infiltration étrangère. En effet, on n'avait ni temple, ni livre sacré, ni sacerdoce, et on vivait plutôt, je l'ai dit, dans un milieu divin. Vous n'avez pas les vaudous au Rwanda. Ailleurs, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les sorciers qui là-bas, ces sorciers sont une force. Au Rwanda, il y en avait, mais ils n'étaient pas une force au point de contrecarrer l'entrée des missionnaires. Ici, la religion était perméable, la culture aussi. Donc, il y a certainement des atouts pour l'évangélisation. Ces fragilités culturelles étaient un atout pour les missionnaires, mais les missionnaires allaient se confronter à deux problèmes majeurs, la langue et les coutumes du pays, d'une part. D'autre part, la méfiance, voire même l'hostilité des indigènes au début. Mais tout compte fait, qu'est-ce que les missionnaires apportaient au Rwanda? Ce n'est pas les gens qui sont allés chercher. Non. Ils sont venus parce qu'ils croyaient une valeur. Ils voulaient donner quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils apportent au Rwanda? Quel est l'apport de l'Église à la société rwandaise? En guise de réponse, je voudrais mentionner quelques points seulement qui ont changé la vie des Rwandais. Donc, des choses qui ont révolutionné vraiment la vie des Rwandais. Je ne manquerai pas de souligner à la fin les points douloureux qui ont caractérisé la rencontre inattendue des missionnaires. Ces points malheureux sont à classer au nombre des erreurs que nous devons reconnaître et assumer voyablement. D'abord, des points positifs. Le premier rapport positif de l'Église, c'est d'abord l'Évangile. C'est d'abord l'Évangile de Jésus-Christ. Or, l'accueil de cet Évangile est toujours un don de l'Esprit. C'est un don de l'Esprit. Pour discerner les traces de l'Esprit, nous avons aussi nos critères. Comment est-ce qu'on peut dire que cette mission était vraiment une œuvre de Dieu, que c'était une œuvre de l'Esprit? Il fallait qu'il y ait un critère. Et alors, dans le cas qui nous concerne ici, l'un des indices de l'efficacité de la mission, c'est que l'Évangile imprègne les mœurs et informe la vie de ceux et celles qui l'ont accueilli, en l'occurrence les Rwandais. L'Évangile pénètre dans les mœurs et les imprègne. Eh bien, le courage des premiers chrétiens est un signe manifeste de l'Esprit. Le courage des premiers chrétiens. La rencontre avec ces Blancs, on avait peur d'eux. Et il y en a qui se demandaient, ils avaient des souliers, moi, des souliers, le point des sandales. Ils avaient des souliers, vous ne savez pas s'ils avaient des pieds. Vous ne savez pas s'ils avaient des pieds, donc c'était tout une source de curiosité. Mais les premiers chrétiens qui ont rencontré ces Blancs et qui ont accepté leurs appels, leurs enseignements, c'est incroyable. Et bien, c'est le premier signe. Certains d'entre eux ont dû supporter l'hostilité de leur entourage.
et ils se sont montrés des chrétiens convaincus. Ils ont résisté à la moquerie de ceux qui les méprisaient sous prétexte qu'ils étaient vendus à des blancs. Et les choses sont passées. Et dans le même contexte, il est bon de louer l'émergence d'une communauté animée par la foi. C'est un petit peuple humble qui met sa confiance dans le Seigneur. Je cite ici le prophète Sophonie. Et un petit peuple, au début, n'était pas nombreux. Et ce peuple a été une sorte de bras droit des missionnaires pour l'évangélisation. Les premiers chrétiens qui étaient le parrain de baptême, c'est l'Église, évidemment. C'est l'Église qui était le parrain. Mais après, c'est dans ce peuple qu'on a choisi les parrains et les marraines des baptêmes. Des gens qui avaient accepté l'évangile. Ceci, et on peut aussi mentionner aussi les différences de niveaux sociaux. Il y a des gens de niveaux sociaux différents qui ont, à cette époque, émergé, qui ont évolué ensemble. Un petit groupe, et qui étaient méprisés, mais qui étaient fiers de l'évangile. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Allez demander à l'Esprit Saint. C'est simplement une action de l'Esprit. La deuxième contribution qui a changé la société rwandaise, et est plus visible celle-là, et porte sur les valeurs du mariage chrétien. Le mariage chrétien. L'indissolubilité du mariage et la monogamie opposée à la polygamie. Ici, je ne fais pas de jugement de valeur sur la polygamie. La polygamie, c'était une institution sociale qui correspondait à un moment. Si quelqu'un a une terre à Kabouye, comment est-ce qu'il va l'occuper? Il va mettre une femme là-bas, il deux femmes, etc. Donc, c'était, je ne dis pas que c'était bon ou mauvais, mais c'était en fait. C'était en fait. Et là, l'Église a dit, en gros, a créé l'institution qu'on appelle la famille chrétienne, avec une indissolubilité du mariage et la monogamie. En outre, et il faut penser au sacerdoce. Le sacerdoce, ce n'était pas évident. Le sacerdoce et le célibat volontaire pour le royaume. Eh bien, ça, c'était des choses vraiment scandaleuses pour le pays. C'était des choses inacceptables dans le pays. Et comment est-ce que le conseiller a eu le courage de faire démarrer? C'était très tôt. Monseigneur Hirt avait preuve d'un grand courage en envoyant très tôt des néophytes au séminaire pour se préparer au sacerdoce. Et ce n'était pas dans la colline d'à côté, c'était à l'étranger. Mais essayez de vous imaginer ce qui se passe dans la tête de ces jeunes gens, comment c'est qu'ils étaient envoyés en Tanzanie. Quelle langue a été parlée? C'était l'allemand, c'est vrai, mais où est-ce qu'ils ont appris l'allemand? Le swahili, où est-ce qu'ils ont appris ça? Quel type de théorie ils ont fait? Et pourtant, ces premiers prêtres ont été vraiment des missionnaires pour connaître la langue, surtout traduire les chants. Vous voyez, les chants qu'on travaille en Rwanda, souvent des chants qui étaient plaqués sur les mélodies de Bach, les cantates de Bach. Et ils ont appris ça, ils ont été magnifique. Très beau. Bref, moi, il y a un projet extraordinaire de faire ce travail et pour faire préparer des prêtres. D'ailleurs, son courage a été vite couronné par les premières ordinations sacerdotales en 1917. Entre-temps, Monseigneur Hirt avait déjà initié la fondation de congrégations religieuses. Presque parallèle.
Et en 1919, la première rwandaise a fait profession religieuse et dans la congrégation qu'on appelle aujourd'hui les bénédictins. C'est phénoménal. C'est phénoménal. L'Église n'a pas encore 20 ans et on a des prêtres, on a des religieuses dans un pays qui trouvait vraiment passer de contre-valeurs. Et ce sont des signes extraordinaires de l'esprit et qui font avec pareille consolation, Monseigneur Hirt pouvait chanter son nom de métis, mission accomplie. L'église de Rwanda était partie. C'était démarré, le démarrage était fait. C'est une contribution extraordinaire. D'autres contributions durables portent sur, bien sûr, l'éducation à une vie saine, par l'hygiène, et la lutte contre les maladies. Tout cela a changé la vie des Rwandais. L'éducation est le domaine qui a un impact considérable sur la vie des Rwandais. D'abord, l'alphabétisation. Il est écrit, nous le savons, mais ce n'est pas une petite affaire. Et c'était, vous sommes bien les catéchumènes. Les catéchumènes devaient savoir lire, apprendre à lire aussi. Écrire, c'était un peu difficile. Et l'alphabétisation, et puis plus tard, la fondation des écoles. Il y a enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le développement. Ici, je pense surtout à l'introduction des plantes nouvelles, mais aussi à la manière de faire de l'agriculture pour endiguer les famines endémiques dans le pays et améliorer l'alimentation. Si ce point, bien sûr, et le rôle de l'administration coloniale a été décisif. Même si les moyens répressifs employés étaient très rudes pour la population. La machine coloniale avance. Voilà un peu ce que je peux appeler des contributions. Et des contributions durables et substantielles. Maintenant, voyez l'autre face de la réalité. L'autre face de la réalité. En dépit des belles réalisations des missionnaires, leur approche de l'histoire et de la culture rwandaise était influencée par la philosophie et les analyses de l'époque. Les théories des ethnologues et des coloniaux à propos des Noirs ont conditionné les attitudes des Européens en général et des missionnaires en particulier. Certains n'hésitaient pas à utiliser la violence pour détruire ce que les Rwandais respectaient comme l'expression de leur religiosité. Détruire. C'est ça. Oui, dans certains pays d'Afrique, ça aurait fait la guerre. Les religions traditionnelles n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi ça. Et bien, même le nom de Dieu, Iman a été banni. Pour des raisons pratiques, peut-être. Parce que des royaumes que Monseigneur Hirt avait parcouru parlaient Swahili, et leur Dieu c'était Mungu. Et il a dit, le Rwandais, quand Imana, ça vaut des chances aussi. Ils sont d'être modestes. Tous, Mungu. Dieu, vous vous rendez compte, pour les plus jeunes, il a fallu le courage et l'autorité morale de Monseigneur Ilimwami après le Conseil Vatican II pour redonner droit de cité à Imana y'u Rwanda kugira ngo tuve mu musaka mu masengesho kuvuga ngo ntabwo byari bibi ariko ikibazo ni uko kuba ntabwo ari ikibazo cy'amagambo c'est pas un combat de mots mais c'est un combat de culture. Et twatangiye kwibaza ngo quelle est notre image de Dieu. Même là, quelle est l'image de Dieu? Twavuga ngo Imana, Mungu, twumva ko ari Imana. Simbizi. Njye navuze byombi.
Oui, voilà pourquoi vous êtes pas là, donc, vous voyez, ça, c'était. Donc, pour réhabiliter, il a fallu se battre. Les diocèses de Boutaré et de Kabaï ne suivaient pas. Le diocèse de Nyundo, seul, suivait. Imana. Que tout qui vous l'amour, comme bien vous l'amour, vous avez un vous l'amour, il faut ça donc, vous voyez, ça, c'est quand même. Ça, c'est un point. Mais ceci, je le dis, c'est pas pour blaguer, c'est pour dire qu'il y a d'autres choses qui sont en dessous, qu'il faut que la culture et la religion ne se sont pas mariées. Non, ne sont pas mariées. Oui. Mais ce qui est plus grave, c'est que les missionnaires ont joué un grand rôle dans l'utilisation de la société rwandaise, surtout en utilisant les préjugés qui entouraient la théorie du Hamid. C'est pourquoi ils utilisaient cette théorie. Imaginez que la société est une société, donc c'est non, on n'a pas fait ça. Et ça, c'est l'obsession à former une élite Tutsi faisait partie de la stratégie des pères blancs dans l'évangélisation. Ça, c'était dans quel sens? Dans le sens où, si vous formez des chefs, le peuple suivra. Ça, c'est dans l'histoire de l'Église, c'était quelque chose de classique. Et les instructions du cardinal Avigeli insistent sur cet aspect de convertir d'abord la classe dirigeante, et puis Monseigneur Hirt fut un promoteur enthousiaste de cette Monseigneur Classe. Il a été un promoteur enthousiaste de cette méthode, et car il voulait faire du Rwanda un royaume chrétien. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais voyons les faits, tout simplement. Quel effet ça a eu sur la population? L'évangile dit, faites entrer tout le monde, compère omnes. Mais je sais pas ça. Et favoriser les Tutsis était donc un choix qui devait se concrétiser dans l'orientation des écoles qui étaient délibérément sélectives. Donc c'était un choix qui devait se concrétiser dans l'orientation directive des écoles. Il s'agit ici de l'école de Nyanza, transférée à Kabaï, et puis du groupe scolaire de Boutaré, dans sa section administrative. C'était des sections réservées aux Tutsis et Tutsis de grandes familles. Ces écoles formaient de futurs chefs et de futurs auxiliaires de l'administration. Les autorités coloniales appuyaient cette vision qui les arrangeait beaucoup. Et pour l'Église, c'était un choix pastoral. Lorsque le vent de l'histoire changea de direction vers l'approche des indépendances, les autorités coloniales et les missionnaires firent volte-face et changèrent de stratégie pour appuyer les délaissés d'hier et diaboliser ceux qui étaient considérés comme les préférés. Des voix n'ont pas manqué pour protester contre cette sorte d'idéologie, mais la fracture de la société continuait à s'approfondir et jusqu'à faire de la race, de l'ethnie, un principe de gouvernement. Et pour finir, on pourrait dire que la rencontre entre le Rwanda et l'Évangile, c'est certainement une grande valeur. Mais, comme l'écrivait cet écrivain sénégalais, c'était une aventure ambiguë. Ce qu'on a gagné, c'est beaucoup. Mais ce qu'on a perdu, c'est beaucoup, parce que c'est l'âme du Rwanda. Et dès lors, la tâche de l'Église, aujourd'hui, est d'aider à faire le chemin pour expérimenter comment il est bon de vivre ensemble comme des frères. Je vous remercie.